Le Covid vous déprime, rassurez-vous, des étudiants et des étudiantes de l'UC Louvain ont trouvé la solution. Interroger des anciens étudiants diplômés de l'UC Louvain au parcours inspirant. Nous recevons aujourd'hui Anne Gruet, juge d'instruction, qui va nous partager ses recettes pour plus de bonheur. Donc, bonjour Anne Gruet, on vous accueille ici pour un petit tour dans un restaurant avec 3 plats. Vous allez voir, la soirée va se structurer autour d'une entrée, un plat, un dessert. Et donc on commence tout de suite avec ici le bar, une entrée. Et alors je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, est-ce que vous êtes venu avec votre mythique de chevaux? Non. D'abord, bonsoir Madame Pollard, bonsoir Monsieur Schmitz, oui, je ne me trompe pas. Mais non, tout d'un coup, j'étais en train d'imaginer autre chose. Mais donc, je ne suis pas venue avec la 2 chevaux. Pourquoi? Mais parce que, je suis désolée, à cause des limites de vitesse. Je parle des limites de vitesse basse. C'est-à-dire la montée de Louvain-la-Neuve à du 70 à l'heure en 2 chevaux, c'est pas évident. Et quand vous vous trouvez entre 2 camions, vous avez une trouille terrible de tomber sur le 2e camion. Est-ce que vous revenez souvent à Louvain-la-Neuve? Jamais je ne reviens à Louvain-la-Neuve. Pourquoi? Parce que je n'y suis jamais restée. Je viens à Louvain-la-Neuve, mais j'ai fait toutes mes études à Louvain-l'Ancienne. Oui, j'ai terminé en 78, c'est-à-dire la dernière année de Louvain-l'Ancienne. Et c'est ça parce que pendant les études, c'était un peu triste. Les plus belles années étaient les années que j'ai passées à Saint-Louis, c'était près de chez moi, etc. C'était 2, parce qu'on a fait 2 candidatures. Et puis alors, les 3 licences, on est arrivé à Louvain. Et les gars d'ailleurs, enfin ceux qui étaient réputés tels, les ingénieurs, les médecins, enfin toutes ces études-là, étaient déjà partis soit à Woluwe-Saint-Lambert, soit à Louvain-la-Neuve. Donc j'ai une très belle terminale d'humanité parce que je brossais certains cours pour aller à Louvain-l'Ancienne pour guindailler avec les copains. Et puis alors, je suis arrivée à Saint-Louis. Et là, c'était vraiment très chouette parce que université pas énorme, donc sympathique, les cortèges de la Saint-Nicolas, le whist au bar, on avait un très beau bar aussi. On jouait au whist, c'est-à-dire aux cartes pendant les cours. On a préparé des pièces de théâtre, on a fait des soirées, etc. Donc c'était vraiment une très chouette ambiance, quoi qu'on doive retourner chez les parents le soir ou la nuit. Et puis on est arrivé à Louvain-l'Ancienne. Et bon, l'ambiance y était déjà plus parce que nous n'avions pas tous ceux qui mettent aussi l'ambiance particulière, les métiers scientifiques. Il nous restait quoi? Le droit et les séances éco pendant 1 an, et puis c'était tout. Donc si aujourd'hui vous pourrez revivre une journée en tant qu'étudiante, ça se résumera à ça, donc jouer aux cartes avec les amis, aller de temps en temps guindailler à Louvain-l'Ancienne. Mais non, j'ai plus l'âge. Ah oui, mais si c'est maintenant... pas la même chose, on ne revient jamais sur sa jeunesse. Écoutez Charles Aznavour, sauf erreur de ma part. Quelle chanson? C'est une chanson, Le vieux clown triste, je crois que ça s'appelle. Où le clown triste, on ne revient pas sur sa jeunesse, 20 ans, 40, ça n'existe pas. Et donc ça n'y serait plus. Mais ça n'empêche pas de guindailler, hein. C'est pas parce qu'on est à l'âge, vous savez, du soleil des toujours jeunes, qu'on ne peut pas bien s'amuser, hein. Et à côté de la guindaille, est-ce que je peux vous demander de nous raconter une anecdote de cours ou peut-être avec un prof d'université, un souvenir qui vous a marqué? Un souvenir? Oui, je suis désolée, principalement ça. Et quand on a monté la pièce de théâtre, La mort du docteur Faust, ça nous a pris un temps pas possible. C'était formidable parce qu'à Saint-Louis, il y a une salle de théâtre. Donc on a répété là, c'était vraiment très chouette. Et au niveau des cours, j'ai un souvenir particulier, c'était en première année, donc premier bac droit, comme on dit maintenant. On avait cours de sociologie
Bon, moi, je me préparais, j'avais étudié, le cours de sociologie, c'était pas énorme, mais il y avait 20 pages tout de suite. J'ai étudié tout, et je suis interrogée sur la page 19. Je vous jure que c'est vrai. Je sors de cet examen, que j'avais réussi Rasmot, parce que j'ai toujours tout réussi Rasmot. Je sors de cet examen, et le suivant me dit « Ah, il t'a interrogé sur ceci ». Et je me suis rendu compte à ce moment-là, je ne vous raconte pas, qu'il y avait 100 pages dans le cours. Donc, je me suis dit, mais c'est pas possible. Est-ce que vous avez également des souvenirs de guindaille, peut-être, avec des camarades de beuverie, comme on appelle ça maintenant? Non, des souvenirs de beuverie, ça franchement, j'en ai pas. Je laisse ça éventuellement à d'autres. Des souvenirs de guindaille, les soirées qu'on a faites. Je vous dis, la Saint-Nicolas, avec les chars dans les quartiers de Bruxelles, et on défilait. Alors, moi, je me trouvais dans le char à servir les chopes, quoi. Ah oui, vous étiez forte à ça? Quoi? Vous étiez forte à ça? J'étais quoi? Forte à ça. Forte à faire oui. ça. Est-ce que vous étiez oui, chef de bar? Vous avez bien compris, forte à faire, forte à faire femme de bar. Non, est-ce que vous étiez chef de bar? Non, on était 2, 3 et on servait, il n'y avait pas de chef. Pourquoi est-ce qu'il faudrait un chef? Ah, je ne sais pas, moi. Non, je pose la question, c'est bien ça. Attendez, c'est quoi ça d'avoir un chef? C'est quoi d'instituer un chef? Tout le monde veut avoir un chef maintenant. Ah non, chacun prend la responsabilité de l'entièreté de la chope qu'il sert. Et ça, c'est très, très beau. Ça, c'est très, très beau. Vous avez également participé à des mouvements de jeunesse. On vous appelait Écureuil au Pays des Merveilles, si je me trompe pas. Tout à fait, oui. Pourquoi est-ce qu'on vous appelait comme ça? Le totem, c'est parce que vous y ressemblez. Donc, je ressemble apparemment à un écureuil, ou en tous les cas, j'en présente telles de caractéristiques. Et au Pays des Merveilles, parce que je suis dans la Lune, parce que je regarde, parce que je m'émerveille de tout, et je n'ai jamais trouvé à redire aux choses devant lesquelles on peut s'émerveiller. Il y a toujours quelque chose de beau dans ce que l'on a sous les yeux. Que ce soit un personnage, que ce soit... Et par exemple, quand il y a une architecture que je déplore, parce que j'aime beaucoup l'architecture, mais quand il y a une architecture que je déplore et que quelqu'un me dit à côté « c'est beau quand même, tu ne trouves pas ?» et que moi je trouve c'est ignoble, je me réjouis qu'il y en ait qui trouvent ça beau. Donc votre totem vous colle toujours autant à la peau? Oui. Est-ce que vous avez un péché mignon en particulier, peut-être au niveau autant de la nourriture que dans la vie quotidienne? Un péché mignon, l'amour. C'est un beau péché mignon quand vous... Voilà, je préfère le péché d'amour à l'amour des pêches. Très joli. Comment avez-vous su que vous vouliez devenir juge d'instruction? Est-ce que c'était quelque chose que vous avez toujours su, ou bien est-ce que c'est un peu par hasard que... C'est dingue qu'on me pose cette question. Alors, je vais vous raconter comment ça s'est passé. J'étais juge des saisies. Il faut imaginer, les saisies, c'est quand vous avez l'huissier à la porte et que vous contestez le fait qu'il vous éjecte de chez vous ou qu'il prenne tous vos meubles. D'accord? En gros, c'est à peu près ça. Vous avez des dettes, là, il y a l'huissier qui arrive. Donc, je faisais ça. C'est un droit qui est extrêmement mathématique, qui est très beau parce qu'il est très pur. Il y a des principes à appliquer. Et chaque fois qu'on s'en écarte, j'avais observé, c'était pas malin. Voilà. Et c'était un vendredi. Et donc le président du tribunal m'a appelé dans son bureau pour me dire tiens, lundi, tu iras comme juge de la jeunesse. J'ai dit pardon? Moi, juge de la jeunesse, je n'ai pas d'enfant. Justement, c'est ce qu'il nous faut. Je dis, écoutez, c'est pas compliqué. Juge de la jeunesse, ok. Je vous fous le bordel dans les 8 jours parce que c'est pas possible. Conclusion des courses, j'ai abouti le lundi comme juge d'instruction en relisant à toute allure ma loi sur la détention préventive. Et forcément, j'étais tellement nerveuse parce que j'allais vers un truc que je ne connaissais pas, que j'ai rien retenu. Donc, vous pouvez toujours essayer d'étudier l'examen sous stress la veille, ça ne marchera pas. Et donc, ça n'a pas plus marché. Je suis arrivée le lundi dans le bureau d'instruction. On me dit, tu as audience à 11h30. Je dis, pardon, de quoi s'agit-il? Et c'est là que j'ai rencontré un certain Georges, à qui manifestement on devait reprocher des faits de proxénétisme. Et moi, j'ai écouté, je ne comprenais rien, mais ce n'était pas grave, j'ai fait semblant de rien. Voilà.
Et si, quand vous étiez étudiante, on vous a dit, Anne... Ah, je précise tout de suite qu'aujourd'hui, ça ne se passe plus de la même manière. C'est-à-dire que vous devez suivre une formation pour être juge d'instruction, vous devez poser votre candidature et des choses pareilles. Donc ça ne se passe plus. On ne vous dira plus le vendredi, lundi, tu vas à l'instruction. C'est une bonne chose au final. Ça dépend. L'effet de surprise est intéressant. Ça va. Et si, quand vous étiez étudiante, on vous a dit, Anne, plus tard, tu seras juge d'instruction, est-ce que vous aurez répondu, tu déconnes, ou bien plutôt, ah, c'est vrai? Ah non, j'ai toujours dit pour les études, pourquoi pas. D'accord. Oui, pourquoi pas. Il faut voir ce que l'avenir, il faut voir, vous savez, vous ne maîtrisez que difficilement, vous choisissez un esprit d'étude, éventuellement même. Moi, j'étais pétée partout en mathématiques, en sciences, chimie, physique, tout ce que vous voulez. Et donc, mon grand-père était juge de paix et ça s'est dessiné tout naturellement. J'avais vers le droit, je ne me suis pas rebellée. J'espère que les premières questions se sont très bien passées. Je vous présente oui. le cuisinier Nathan Ruiz. C'est un étudiant en Master 2 en médecine qui vient de Tenerife. Attendez, vous êtes étudiant en quoi? En médecine. En médecine? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il va Là, il y a présenter. des poulets. Ah, d'accord. Je vais vous Tout expliquer. de suite, ils ont autopsié, tout de suite, ils ont découpé un cadavre et on reçoit un morceau. From you breathing in and out of my On s'est quitté à l'entrée où vous Oui. nous parliez de votre choix du droit pour votre avenir Votre professionnel. non-choix. Oui, votre non-choix. Oui, c'était oui, une parlons destinée- comme Alice au pays des C'est merveilles. ça, Mon votre non-choix. Quoi? Est-ce que si vous n'aviez pas fait ce non-choix, quel aurait été votre métier rêvé? On vous autorise à choisir tout ce que vous voulez. Je ne sais pas. Alors là, je suis désolée, c'est impossible pour moi de dire, puisque je vous dis, dans la vie, je ne me pose peu de questions. La vie me guide. Le plaisir qu'il y a moyen de prendre sans faire du mal à l'autre me guide également. La facilité me guide aussi, quoique personne dans ma famille proche n'était juriste, mais ça me paraissait pas trop difficile, le droit, accessible, et puis on me demandait de faire des études, j'ai fait des études. Est-ce qu'aujourd'hui je me retournerai? Certainement pas, parce que ce que je veux faire, je le fais. Donc ici, moi je me délecte de tous les rapports d'expertise psychiatrique et les rapports d'autopsie. Donc je sais ainsi que quand on autopsie un corps, mais notre cuisinier nous dira ce qu'il en est, on décolle la dure-mère, on décapsule les reins, des choses pareilles. J'ai une fois vu comme ça, après décollement de la dure-mère, le cerveau qui était parfaitement entier, mais auquel il manquait la valeur d'un œuf de pigeon. Je dis ça pour nos passionnant. Les médecins, les médecins autopsiens ont appelé, m'ont dit, madame, on sait que ça vous intéresse, venez voir. Et donc j'étudie ça de cette manière-là. Je sais pour les poumons œdémiques, une fois, c'était tout à fait intéressant. C'était le foie d'un alcoolique atteint du sida et de l'hépatite C. Ce qui était beaucoup pour un seul homme. Il avait le foie de cette couleur de mon siège. Voilà, le médecin est d'accord avec moi. Donc vous continuez à futur vous médecin. instruire. Pardon? Tous les jours, vous continuez à vous instruire et à découvrir de nouvelles choses. Ah oui, je fais ça. Si je mange un sandwich au bureau, je me plante, par exemple, l'autre jour, je m'étais plantée sur Napoléon, et donc je lis un peu tout sur Napoléon. Mais j'imagine qu'il y a quand même des choses que vous ne pouvez plus faire maintenant avec ce confinement. Et c'est quoi la chose que vous regrettez le plus? Qu'est-ce qui vous manque le plus avec Les ce confinement? voyages. Les voyages. Ah oui, bien sûr. Vous aimez voyager, Anne? C'est-à-dire, non, ce que j'aime beaucoup, c'est avoir la liberté de voyager, de pouvoir aller, parce que j'avais la possibilité d'aller dans une petite maison en France. J'aimais beaucoup, c'était pas compliqué, on y allait, et puis voilà. Et ça me changeait complètement les idées. Tandis qu'aujourd'hui, si vous êtes obligé de prendre, si vous prenez des vacances, obligé de rester chez vous, parce que les voyages ne sont pas possibles, et que tout le monde n'a pas un pied-à-terre dans les Ardennes ou à la mer, en tous les cas pas moi, c'est pas le même changement d'esprit.
Voilà. Et cet esprit, comment vous l'occupez pour l'instant? Est-ce que vous avez développé des passions, des Si j'ai passe-temps? développé quelque chose, non, à part comme tout le monde, la mélancolie, mais c'est pas grave, faut se secouer. Voilà. C'est un conseil que vous donneriez aussi aux étudiants qui vivent peut-être un peu plus mal Certainement, je leur dirais, attendez, moi je me renseigne, parce que quand je vois qu'il y a quelque chose en moi qui cloche, je me renseigne pour savoir si c'est tout le monde comme ça. Et donc, effectivement, aujourd'hui, les gens sont mélancoliques, je ne vais pas dire dépressifs, je vais dire mélancoliques, ils sont un peu flash comme ça, parce qu'on est à la fin d'un hiver qui ne termine pas. Et on est tous confinés, avec moins d'activités, etc. Et donc, je vais leur dire, aujourd'hui, c'est parfaitement normal que vous soyez comme ça, que vous soyez fatigués, il paraît que c'est normal aussi, mais il n'y a rien à faire, il faut se donner des petits objectifs à la petite semaine. Et la semaine prochaine, j'invite 20 copains chez moi, par exemple. Mais est-ce que vous aviez aussi des petits rituels pour vous aider pour des moments durs? Par exemple, à la veille d'un examen, est-ce que vous aviez un petit rituel, quelque chose à faire, la méditation, ou je sais pas moi, allumer un cierge ou... Ça, c'est parce que vous le savez. C'est parce À qu'il y en la a devant veille lui. de chaque examen, j'allais à l'église en face de laquelle j'habite aujourd'hui, allumer une bougie à Sainte Rita. Une bougie par examen. J'ai continué pour mes neveux et nièces, parce que je n'ai pas d'enfants. Et ça marche. Enfin, je veux dire, Sainte Rita, là, le premier qui ose dire quelque chose contre Sainte Rita, il a mon poing dans la figure. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Ah ben, je pense que vous vous entendriez bien avec ma grand-mère qui fait aussi C'est ça. Sainte Rita aussi. Oui, et j'ai pas raté Patronne d'examen pour le moment. Donc, Quoi j'ai pas raté d'examen pour le moment. Ah donc, ben vous voyez. Patronne des causes désespérées. On va aussi parler des étudiants en droit. En tant qu'ancienne étudiante en droit, qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller? Est-ce que vous avez une astuce en particulier? Comme étudiant en droit, Oui. Ah, il faut favoriser la mémoire, ça c'est une chose certaine, et pas hésiter à utiliser les codes. Hein. Donc le droit, bon, maintenant ça c'est un des gros problèmes pour lesquels je compatis de manière importante, c'est-à-dire la multiplication législative. C'est épouvantable. Moi, quand j'ai fait mes études, on avait 5 codes, le droit civil, qui comprenait le droit judiciaire, etc., droit pénal, droit administratif, le droit fiscal et sans doute un morceau d'autre chose. Là, comme ça, je ne vois pas, il ne faut pas se demander. Et c'est tout. Mais aujourd'hui, le nombre des codes fait le premier mur d'assiette, donc ça devient épouvantable. Alors, sérieux, donc je donne comme conseil, 1. Dès le 1er décembre pour la session de janvier ou dès le 1er mai pour la session de juin, ayez vos syllabus en ordre, les notes en ordre, et de 1. 2, n'étudiez que dans un seul syllabus que vous aurez choisi ou dans une seule truc de notes que vous aurez choisi en décidant de ne pas vous en écarter. 3, calculer le nombre de pages, enfin du moins c'est comme ça que moi j'ai fait, ça a toujours marché. Mais il y avait Sainte Rita, je suis d'accord. Donc calculer le nombre de pages, diviser le nombre de jours de pages par le jour de nombre de blocus et fixer ainsi de manière complètement arbitraire le temps que vous allez mettre par cours. Imaginons maintenant, enfin je ne dis même pas imaginons, c'est le cas, il y a beaucoup d'étudiants qui remettent en cause un peu leur parcours universitaire. Ils se disent, voilà, je suis arrivé ici, maintenant ça ne me plaît plus, je n'aime plus ça. Est-ce que vous avez un conseil pour eux? Est-ce que vous pensez qu'ils doivent justement soit se forcer à continuer leurs études ou bien avoir le courage de se dire, non, ça y est, je veux faire autre chose? Pourquoi le courage? Parce que c'est se dire, recommencer, c'est mettre de côté... Le drame aujourd'hui, du moins c'est ce que je pense, c'est qu'on dit souvent aux jeunes, faites ce que vous aimez, surtout choisis, fais ce que tu aimes. Ce qui veut dire que leur bonheur dépend d'eux-mêmes. Et ça crée, je pense, beaucoup de mal dans la population des jeunes, d'être, s'ils sont donc mal à l'aise, ce qui est normal quand on a 18, 20 ans et 15 ans ou 22 ans, c'est normal de ne pas très bien savoir si on est chair ou poisson. Mais alors systématiquement, vous renvoyez à vous-même et votre bonheur et votre malheur ne permet pas
d'en vouloir à autre chose qu'à soi-même. Alors moi, je leur dis plutôt, aime ce que tu fais dans chaque chose. Je vous explique. Donc j'ai commencé le barreau, puis je me suis dit, je vous ai raconté comment, je vais faire un cabinet ministériel, etc. Je me suis retrouvée au cabinet de l'intérieur. Alors moi, j'avais fait du droit civil avant. Je me retrouve au cabinet de l'intérieur, je vous ai dit, droit administratif en plein, ce genre de truc où j'avais rien compris, d'accord? Et je m'y suis intéressée, et finalement, ça m'a intéressée. Et j'étais très bonne en droit administratif, ça m'a intéressée, j'ai enfin compris, etc. Donc je vais vous dire ceci, les études, c'est une manière de penser qu'on vous apprend, une manière de raisonner qu'on vous apprend et qui va vous servir d'outil dans la vie. Mais à partir, sauf si vous prenez effectivement les études tout à fait pointues et spécialisées qui ne mènent que dans une technique, ce qui n'existe pratiquement pas, les métiers vous sont ouverts. Et donc choisissez par les études la manière de penser et ne voyez pas votre avenir, vous verrez bien s'il va devenir exemple. Vous faites des études de droit, mais vous pouvez aller au barreau, c'est une certaine technique. Dans la magistrature, c'est une autre. Comme juriste d'entreprise, comme juriste conseil et des choses comme ça, il y a plein de... La seule chose qui vous est interdite, c'est effectivement, et malheureusement, et encore, c'est d'autopsier un corps. Et encore. Donc vous voyez, donc moi je crois qu'il ne faut pas de courage pour abandonner, il faut avoir parce que ce n'est pas du courage pour moi, il faut avoir, et que le courage se trouve partout, il faut avoir la volonté d'avancer. Et au-delà des études, après dans la vie professionnelle, est-ce qu'au cours des études en droit, on est préparé à la dure réalité une fois dans la vie professionnelle? Mais pourquoi est-ce que c'est la dure réalité de la vie? Il n'y a pas de dure réalité, ça dépend de ce que vous en faites, nom de diable. En tout cas, dans votre métier, vous ne voyez pas des choses joyeuses tous les jours. Est-ce qu'on vous a préparé à ça pendant vos études? Attendez, dans chaque facette de ce que vous voyez, il y a une facette qui est belle. Le tout, c'est de la trouver. Alors, effectivement, bon, je regrette pour la personne qui a dû sacrifier sa vie à un beau meurtre. Je le regrette pour elle. Mais d'un autre côté, le meurtre peut être ignoble, bien sûr, et inadmissible, mais peut être bien conçu. Ça, c'est une chose possible. Mais il faut voir ça de manière intellectuelle, hein, parce que vous avez deux intelligences. L'intelligence de la raison et l'intelligence de la passion. Pas moi qui le dis, c'est dans Aristote. Et donc, vous devez vivre en tenant en équilibre votre cheval de la raison et votre cheval de la passion. Si vous laissez votre cheval de la passion, le sentimental, l'emporter, en pleurant sur des situations que vous voyez, votre char va basculer. Et donc, il faut toujours un bon équilibre entre la raison et la passion sentimentale pour permettre de conduire toujours droit. Alors, les dures réalités de la vie, je les perçois bien, etc. Je perçois la chance que j'ai, ça c'est certain, et je m'en réjouis, mais je ne me la reproche pas, parce que ça ne sert à rien de se reprocher ou d'être culpabilisé par sa chance. Je ne connais pas un sentiment plus idiot que la culpabilité, alors qu'il n'y a pas lieu d'en avoir. Je vois que vous utilisez souvent l'humour dès que vous parlez. C'est un sentiment que j'ai. Est-ce que vous utilisez ça comme une arme, comme un sort de bouclier pour faire face à toutes ces infos que vous recevez, que ce soit face à des personnes... La phrase exacte, c'est l'amour comme épée, l'humour comme bouclier. C'est de vous? Non, non, bien sûr que non. Me demandez plus, je ne sais plus. Et c'est la chanson de Jeanne Moreau, j'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Vous connaissez? Oui. Ah, c'est vraiment une chanteuse extraordinaire, Jeanne Moreau. Hein. Bref, donc l'amour et l'humour, donc l'humour peut être manié avec énormément, il faut l'amour en dessous, parce que sinon, vous ne savez pas.
Il faut le respect de l'autre, toujours. Il faut donc jamais de moquerie, de basse moquerie. Il ne faut pas se moquer des défauts des gens, etc. Ça ne sert à rien. Et l'humour le plus facile est l'humour de soi-même. Parce que votre rire sur votre bonne blague, entre guillemets, va amener l'autre généralement à rire. Le rire est quelque chose, est le plus beau pont que l'on puisse trouver entre deux êtres. Vous ne pouvez pas combattre quelqu'un avec qui vous venez de rire. Ce n'est pas possible. Vous pouvez essayer, je ne tenais pas d'exemple. D'accord ? Combattre personnellement, hein, je veux dire que je ne suis pas sûre qu'il n'y ait pas quelques chefs d'armée qui rigolent et puis qui envoient les autres s'entretuer. Mais si vous êtes face à face avec quelqu'un, vous ne pouvez pas le tuer si vous venez de rire avec. Ça paraît difficile à moins que vous soyez complètement barjot. Il y a une chose, quand je dis le respect, c'est la chose à ne jamais oublier, la basse moquerie à ne jamais faire. Vous avez des exemples comme ça de profs qui se moquent bassement de certains étudiants qui sont devant eux. Donc moi, je vous ai dit, je n'ai connu que les examens oraux. Et donc, on m'a raconté un prof qui disait à ses étudiants, vous déversez votre matière comme un camion sa poubelle. Attendez, ça ne va pas, parce que l'autre, il se sent complètement amoindri. Un autre prof qui disait, donc à l'étudiant, il y a d'autres métiers de tête, monsieur, coiffeur. D'abord, ce n'est pas gentil pour les coiffeurs qui sont un des métiers peut-être non essentiels aujourd'hui, mais bien agréables quand on peut y aller. Il y a cet autre exemple qu'on racontait, et ça, c'est pas mal du tout, parce que c'est le risque de celui qui se moque de l'autre. C'est le prof qui, dans la salle, qui voit passer donc l'appariteur, celui qui faisait le tour, appariteur, une botte de foin pour cet individu. Et l'étudiant qui dit « 2, j'ai un invité ». Bien fait pour sa gueule. Non, vraiment, c'est qui a de l'humour. Il y en a un qui s'est moqué ou qui voulait se moquer bassement, et l'autre qui avait de l'humour. À travers les films que vous avez, dans lesquels vous avez participé, est-ce que parfois vous avez remarqué qu'il y avait quelques touches d'humour aussi pour contrebalancer les situations horribles et les conversations vraiment invraisemblables et insupportables dans le parfois. film, Ni juge ni soumise. Tout à fait. Et j'aurais voulu savoir justement, avec ces situations plus compliquées, quel est votre rapport au tabou? Est-ce qu'on peut tout montrer à la télévision? On peut tout montrer, mais avec déontologie, je vais dire, c'est-à-dire de nouveau avec le respect que l'on doit à ceux qui sont derrière la caméra et à ceux qui sont devant, aux spectateurs, quoi. Dites-nous. Bon, j'espère que vous avez encore faim pour les plats que Nathan a préparés et qu'il va vous présenter maintenant. Ouais. Maintenant, on a un pied sur la Belgique et on a pris un voyage pour venir chez moi à Tenerife. Et D'accord. ça ici, c'est des sucettes de boulettes liégeoises, des toutes Oui. petites. Et ici, ça, c'est des papas arrugadas con mojo. C'est des pommes de quoi terre. Voilà, je l'ai dit, voilà. En fait, c'est des pommes de terre cuites dans de l'eau salée. C'est une recette de pêcheurs à l'époque. Et comme ils faisaient cuire lentement ces pommes de terre dans de l'eau salée, elles faisaient des rides. Et on mangeait avec du mojo rojo, qui est une sauce portugaise. D'accord. Ah ben Voilà. c'est magnifique. Ah non, très bien, très bien. Je prends tout de suite, je mets sur mon assiette et j'avale ça. Parfait. Bon appétit et on se retrouvera après en bas pour le dessert et la partie finale. Magnifique. Merci beaucoup. Profite bien. Merci beaucoup. Anne, on est là aussi pour parler des étudiants. Oui. Et voilà, on a un peu parlé en coulisses. Il y a eu ici le 1er avril la Boum au Bois de la Cambre. Oui. Et moi, je vois ça aussi encore de nos jours. À Louvain-la-Neuve, il y a beaucoup d'étudiants qui sont prêts à braver le couvre-feu, même à recevoir une amende qui les met dans une situation encore plus précaire que celle dans laquelle ils sont déjà. Est-ce que vous pensez que c'est une sorte de désespoir ou bien de la stupidité? À quoi? De la stupidité. Ah non, je pense que c'est normal. Première chose que je pense, c'est parce que c'est les jeunes qui sont ceux qui ont peur de la mort, les vieux généralement, ceux qui la voient arriver. Qui envoie-t-on à la guerre quand il y a la guerre? Les jeunes. Pourquoi?
parce que ce sont les seuls qui sont capables d'y aller sans se dire « je vais y laisser ma peau ». C'est dingue. Et donc, effectivement, ici, on leur enlève toute leur liberté sans qu'ils les aient décidées eux-mêmes. C'est-à-dire que, et je suis d'accord avec ce qui a été dit ou ce qui a été rendu comme décision judiciaire, c'est-à-dire l'exécutif a repris tout pouvoir sans avoir l'aval des représentants de la nation. Donc, c'est quelque chose qui est imposé, et forcément, ça donne de la rébellion. Donc je pense que ces jeunes sont des rebelles, mais des rebelles sains, parce que la jeunesse suppose forcément de ne pas penser à la mort. Si on y pensait, on ne serait pas jeune. Est-ce que vous pensez que vous, si vous avez été étudiante à l'heure actuelle pendant la pandémie, vous aurez pu faire partie de ces étudiants? Tout à fait. Oui. Mais c'est le principe même de la jeunesse. La jeunesse a son avenir devant elle. Et on la lui supprime, c'est pas possible. Et dans le même temps qu'on dit à la jeunesse, vous devez faire terriblement attention parce que les plus de 65 ans vont mourir, on leur demande de faire attention à ça en leur supprimant l'apanage qu'ils ont, c'est-à-dire de n'avoir pas peur de mourir précisément. Et je vous dis, c'est pour ça que les guerres se sont toujours passées, de manière générale, entre jeunes. Selon le titre du film, Anne Gruet, vous n'êtes ni juge ni soumise. Comment est-ce qu'on peut vous caractériser alors? Ce n'est pas moi qui ai choisi le titre du film. Donc ça, c'est une chose. Donc moi, je regarde ça de l'extérieur et me donner des traits de caractère, je vais simplement vous dire « ego sum, je suis ». Et j'en profite qu'on a un Oscar, une récompense devant nous. Ah oui, c'est ça. Pour rappeler que Ni juge ni soumise a également gagné plusieurs récompenses. Qu'est-ce que ça fait notamment de remporter un César, un Magritte? D'abord, ce n'est pas moi qui l'ai remporté. Donc les Césars et Magritte ont été remportés, c'était le prix du meilleur réalisateur de documentaire. Ce n'est pas moi, c'est Yves Inan et Jean Libon. Oui, vous participez. Vous faites partie intégrante, vous êtes l'héroïne, entre guillemets. Oui, je suis l'héroïne, attendez. C'est super chouette, enfin on est content, on se dit tiens, on n'a pas été mauvais, on a même été bon, on a même été meilleur que les autres, et on applaudit. Et au-delà du cinéma et justement peut-être des séries policières, est-ce que c'est quelque chose que vous consommez? Vous regardez des séries policières, même si vous dans Non, votre... je me fais un devoir, mais plus maintenant. Je devrais reprendre. Je me fais un devoir de regarder au moins une fois chaque série policière. Pour m'énerver, quelque chose de pas possible. Alors je me souviens d'une série policière, Navarro, pour ne pas citer, où alors on avait Roger Hanin, il devait savoir si machin était la fille de machin ou son fils, enfin je ne sais plus, il y avait un lien de parenté entre les deux. Et puis alors, on prenait l'ADN du mort, je crois qu'il y avait un mort, du mort, l'ADN de la personne vivante pour voir s'il y avait un lien entre les deux, et il faisait prendre son ADN à lui aussi parce que la machine devait avoir la possibilité de se tromper. Attends, je n'ai pas tout compris, ça m'a énervé. Et puis alors, vous avez une autre série française bien connue où le fils est juge, le père est le flic et la fille est la journaliste qui suit les affaires. Attendez, je rêve, hein. Et les gens y croient tout ça. La réalité ne dépasse pas parfois la fiction? Jamais. Enfin, jamais, c'est pas vrai, parce que la réalité dépasse souvent la fiction. Pardon, ça c'est sûr. Mais la réalité est généralement parfois moins imbécile que la fiction. Et du coup, est-ce que vous avez d'autres choses pour occuper votre temps en ces temps de confinement, justement? D'autres passe-temps, peut-être la cuisine ou... Ah non, non. Cuisiner, ça j'irai chez notre cuisinier de ce soir. Donc, demain, c'est à quelle heure qu'on mange? Donc, ça, c'est déjà décidé.
Et puis, donc, au fond, nous n'habitons pas loin l'un de l'autre, donc parfait. Demain, 7h30 à la maison, merci. J'espère que, que tout soit prêt à ce moment-là. Hein. Et puis alors, donc ça, c'est certainement pas une passion. La passion, je l'ai de me promener dans les rues de Bruxelles et de voir un petit peu. Je me réjouis toujours quand je me perds quelque part. Je n'ai pas de GPS forcément dans ma 2 chevaux parce que c'est soit je roule, soit je regarde le GPS, c'est un des deux. Hein, donc, il n'y a pas assez de batterie pour les deux. Donc je regarde, je ne roule pas très vite. Donc maintenant, de toute façon, c'est plus possible, c'est 30 à l'heure partout, ce qui va nous casser tous les moteurs, entre parenthèses. Moi, je dis ça, je dis rien. Et donc, ça, j'aime. Ce que j'aime, c'est effectivement lire des romans policiers. Je l'ai même emmené pour lire Simenon. J'adore Simenon. Hein. Les histoires de Maigret sont vraiment tout à fait intéressantes, mais il faut lire les livres de Simenon qui ne sont pas des Maigret. Au niveau psychologique et analyse psychologique, c'est vraiment bien fait, intéressant, et ça reste encore d'actualité. Et c'est extraordinaire aussi parce que je regarde la date à laquelle ça a été écrit et je me dis, quand il décrit la paperasserie administrative de la justice, on dirait, ah ben oui, non, ça ne date pas d'hier, chic alors. Et Oui, on a parlé des films, on a parlé des livres, parlons un peu de culture en règle générale. Est-ce que la culture vous manque actuellement? La culture me manque. Quelle sorte de culture? Il y a beaucoup de choses qu'on peut appeler culture. Le théâtre, c'est quelque chose qui manque à beaucoup, oui. Et c'est vrai. Le théâtre, je l'ai vu il y a longtemps, mais certaines pièces sont extraordinaires et bien meilleures jouées que lues. Si vous regardez par exemple La Folle de Chaillot, c'est extraordinaire joué. Beaucoup d'autres aussi. Et donc le théâtre pour rire, ça j'aime bien. Où on ne peut plus aller, c'est dommage, parce que le rire, forcément, d'abord on vient de nous dire que ça nous protégeait. Pour autant qu'on rit une demi-heure par jour, on était immunisé pratiquement contre tout. Moi je trouve que c'est très bien. Donc je prends le soleil pour la vitamine D, je ris beaucoup, fût-ce de moi-même quand il n'y a pas de situation qui prête à rire, je ris de moi-même. Et vous avez le livre formidable, Le rire de Bergson, qui analyse un peu tout et que je vous conseille. Justement, à part vous-même, qu'est-ce qui vous fait rire au quotidien? Les situations, bien sûr. Pas les gens. Les gens me permettent, et moi aussi d'ailleurs, non, moi je me permets de rire de moi dans les idées saugrenues que je peux avoir, mais qui sont toujours en rapport avec la situation. C'est la situation ridicule qui vous fait rire. Voilà. Vous avez récemment écrit un livre, « Tais-toi si la justice m'était comptée ». Oui. J'aurais voulu savoir comment est-ce que vous visualisez la justice aujourd'hui. Est-ce qu'elle est la même que la justice de vos années étudiantes? Et ça, je ne peux pas répondre à la question, puisque la justice de mes années étudiantes, je ne la rencontrais pas. Je rencontrais les livres de droit et de justice, mais pas la justice. Et ici, j'en suis au cœur. Donc la question pourrait être, si vous me permettez, est-ce que c'est la justice, est-ce que cette justice a un avenir devant elle? Eh bien, oui. Et là, je crains énormément. Je crains énormément et pas seulement, je ne m'assimile pas au combat actuel qui est de dire beaucoup plus de moyens, les magistrats doivent être mieux payés, des choses pareilles. Si on peut être mieux payé, moi je ne vais pas dire non, hein, il ne faut pas rigoler. Enfin, on est quand même bien payé, ça c'est une chose, convenablement payé. Il y a des salaires qui sont, je pense, prohibitifs. Je suis favorable donc à des tranches de salaire, donc un couloir un peu comme le serpent monétaire européen, qui existait, en fait, vous n'avez pas connu, c'est-à-dire ce système qui faisait que les monnaies nationales ne pouvaient pas différencier l'une de l'autre plus qu'un plafond ou un plancher.
Bon, merci beaucoup pour nous avoir accompagnés aujourd'hui. Tout d'abord, je vais laisser Nathan expliquer ce que vous allez manger pour dessert. Alors, Ah oui, mais je le vois, hein, moi Ah oui. je veux manger. Hein. j'ai choisi un peu de Ça va, rouge pour ne la dites fin. rien, j'ai tout compris. Passez-moi le truc. Alors, la première chose, c'est un peu pour nous rafraîchir. J'ai fait un jus de grenade, orange et un peu de citron vert. Un peu Ouais. comme ce qu'on mange en Turquie. Je goûtais ça souvent à Istanbul, dans les rues. Oui, Ils vendent ça deux fois rien, la grenade, qui est un peu le fruit de l'abondance et de la famille là-bas. tout à fait. Puis, on prend l'avion, on part en Italie. Ouais. Enfin, peut-être que Le les Italiens tiramisu. vont me détester parce que j'ai fait un tiramisu. Oui, c'est un tiramisu. Oui, c'est un tiramisu. Mais ils vont peut-être me oui. détester hein, parce que j'ai fait un tiramisu avec du spéculose et des fraises. Oui, oui, C'est un oui. sacrilège, quoi. C'est très Et bien. pour finir, je vous défie de savoir qu'est-ce que c'est l'ingrédient secret que j'ai mis dans cette Red Velvet, qui est une tarte avec un légume rouge très sucré. Bon, le légume rouge au-dessus, c'est pas un légume, c'est Non, un non, fruit. ce qu'il y a dans la pâte. Ce qu'il y a dans la pâte, ce qu'il y a du dans la gâteau. pâte qui est rouge et qui est Oui. un légume, de la tomate. Très sucré. Très sucré. La tomate n'est pas un légume, est un fruit. Un légume rouge et très sucré, de la betterave. Voilà. Oui, vous avez réussi. J'ai essayé avec mes amis, ils n'ont pas réussi si vite. Faut le dire, mais voilà. J'espère que vous allez bien aimer. Oui, mais Je vous ça, laisse juger. 5 ans. En tous les cas, de collaboration avec le client. L'image tourne sur les réseaux sociaux du palais de justice, des échafaudages sans palais de justice. Parce qu'ils sont plus emblématiques que le palais lui-même. Fêtarde à ses heures, studieuse à d'autres. Ah oui, tout ça ne nous rendra pas le Congo en tous les cas, ça c'est sûr. Des remords. Bruxelles. Permettez-vous de vivre. C'est le plus simple et c'est le plus amusant.